radio des Assises, Fauteuil Club. 18h-19h avec Dominique Postel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Fauteuil Club, votre émission de fin de journée en direct de MAM et au cœur des 12e Assises internationales du journalisme. Je suis ce soir accompagné de Mathieu Païs. Et oui, c'est pas Dominique Postel, c'est Mathieu. Et oui, Dominique ne sera pas là ce soir, elle reviendra bien entendu demain. Ne vous inquiétez pas. Au sommaire de l'émission ce soir, nous allons parler médias avec Guillaume Colomba. Nous aurons aussi le hashtag Je suis MAM de Ligaïa Morlan. Et nous retrouverons notre invité Emmanuel Stinzi de Solaire pour son ouvrage Ma putain de quête. Pardon pour mon langage, c'est le titre de l'ouvrage. Mais avant cela, tout de suite, nous allons retrouver les infos avec Mathieu Païs. Alors Mathieu, le Salon du Livre et du Journalisme ouvre ce samedi 16 mars et aura lieu de 9h à 18h. Et oui, c'est la deuxième édition de ce salon consacré au livre du journalisme, un événement unique en France, il faut le rappeler. Et ça se passe à Tours, c'est en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres. Et les Assises du journalisme proposent une journée entière de rencontres et de débats et de signatures avec des auteurs. Ça se passera dans l'Agora du MAM. Vous pourrez également venir remplir votre bibliothèque avec les dernières parutions de nos confrères. Rendez-vous donc samedi, les portes s'ouvriront à 9h et pour découvrir les auteurs invités, vous pouvez aller voir tout ça sur le site www.journalisme.com. Santé maintenant avec la prescription médicale papier qui vit ses dernières heures en Indre-et-Loire. Et oui, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire va progressivement mettre en place l'ordonnance dématérialisée à la place de la prescription papier. Ce dispositif s'appliquera dans un premier temps aux prescriptions de transport de malades, puis sera généralisé aux prescriptions de médicaments et d'actes médicaux. Et à partir de 2020, vous ne ressortirez plus de votre médecin avec votre feuille de soins. Ces derniers seront directement transmises d'un professionnel de santé à un autre, par exemple d'un généraliste à un pharmacien. Et à l'horizon 2022, les ordonnances papier auront totalement disparu. C'est évidemment un bon geste pour l'écologie, mais qui aura aussi d'autres avantages. On ne perdra plus ses ordonnances. Le pharmacien n'aura plus de soucis pour déchiffrer les écritures parfois compliquées des médecins, c'est bien connu. Et enfin, ce système permettra d'éviter les fraudes. En moyenne, Antoine, on utilise 1 milliard de prescriptions papier par an en France. Grand débat, un très bon score dans le Loiret. Et oui, le grand débat a pris fin, vous le savez, en France le week-end dernier et la préfecture du Loiret a dressé un bilan de la participation citoyenne du département qui totalise à lui seul, le Loiret, plus de 150 débats et 250 cahiers citoyens produits. En région centre, l'Indre-et-Loire a réalisé 110 réunions, le Cher 77 et les départements de l'Eure-et-Loire, Loir-et-Cher et de l'Indre. Ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont fait seulement 26 débats. Le Loiret donc se distingue en se classant même deuxième au classement national, juste derrière la capitale qui, elle, a réalisé 433 réunions publiques. Je le rappelle, ces réunions publiques ont été réalisées par les maires des villes ou des communes. Les comptes rendus de ces réunions seront rendus publics prochainement. 150 figurants pour le tournage d'une série à la Membrol-sur-Choisil. Et oui, et pas n'importe quelle série. Samedi dernier se sont réunis à la Membrol 150 figurants, tous habitants de la région. Tourné pour Canal+, ce programme est réalisé par le collectif de vidéastes Les Parasites, déjà très connu sur YouTube. La petite spécificité de cette production est qu'elle est 100% écolo, aussi bien dans son propos que dans sa réalisation, car comme le rappelait Andrea Vistoli de la société de production EBIM, les tournages audiovisuels, c'est assez peu connu, sont responsables de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Une heure de tournage correspond au bilan carbone de combien de personnes? De 14 personnes sur une année, Antoine, c'est fou. Ouais. Tourné en plan séquence de 15 minutes et en continu dans un mélange d'anticipation et de drame, la série sortira au mois de novembre sur la chaîne cryptée. Gastronomie maintenant avec le record du plus grand plateau de fromage qui aura lieu à Tours. Et oui Antoine, si vous aimez le fromage, vous ne pourrez pas manquer ce rendez-vous gourmand qui est insolite. Le 3 juin prochain sera présenté dans le cadre du Mondial du fromage organisé par Tours Événements et Rodolphe Lemeunier, le célèbre MOF fromage tourangeau. Le plateau fera tout de même 150 mètres de long, impressionnant, et présentera une sélection de 1001 fromages du monde entier. Le record sera authentifié par un huissier pendant le salon. Donc d'ici là, un petit régime et tout ira bien au mois de juin. Eh bien merci beaucoup Mathieu, et tout de suite nous retrouvons la chronique sport par Arthur Leroux.
Bonjour à tous. Dans l'actualité sportive en Touraine de ce jeudi 14 mars, nous parlons de football. Et demain soir, le Tour FC reçoit l'US Concarneau dans le cadre de la 26e journée de championnat de national. Après la déception suite à la défaite contre Villefranche le week-end dernier, 0-1 à la Vallée du Cher, les hommes de Michel Esteban vont vouloir se rattraper devant leur public. Et cela passe obligatoirement par une victoire si les Tourangeaux ne veulent pas sombrer dans le fond du classement et se retrouver à nouveau dans la zone rouge qui est extrêmement proche. Il va falloir donc se concentrer. Début du match à 20h. Du volleyball à présent et le TVB se déplace également demain soir dans la salle de Tourcoing, cette fois-ci pour le compte de la 22e journée de championnat de Liga. Récent vainqueur de la Coupe de France, les Tourangeaux vont essayer de confirmer leur excellente forme du moment face à une équipe qui lutte actuellement pour le maintien. Une nouvelle victoire des coéquipiers du Berreno leur permettrait d'asseoir encore un peu plus leur large domination dans le championnat. Début de la rencontre également à 20h. L'œil des médias, Guillaume Colomba. Alors bonsoir Guillaume, comment allez-vous? Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Alors dites-nous, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Eh bien ce soir à 21h, M6 lance un nouveau magazine d'investigation intitulé Contre-enquête et qui sera présenté par la journaliste Amandine Bégaud de RTL. Dans ce premier numéro, le programme s'intéressera à l'affaire Nordal-Lelandais avec de nombreux témoignages dont les parents de la petite Maëlys. 5 émissions de Contre-enquête sont prévues avant la fin de la saison, dont un numéro consacré au gendarme Arnaud Beltrame et un autre sur le tueur en série Michel Fourniret. Vente aux enchères pour Europe 1, puisque la station du groupe Lagardère, désormais installée rue des Cévennes dans le 15e arrondissement de Paris, a annoncé vouloir vendre aux enchères pas moins de 3500 disques vinyles, rien que ça. En effet, la station souhaite se séparer de ces disques qu'elle n'utilise plus en raison de l'évolution technologique. Cette vente aux enchères exceptionnelle se tiendra le 31 mars prochain à Drouot, dans le 14e arrondissement. Tous les genres seront représentés, allant du jazz au rock, en passant par le rap et la new wave, avec notamment la vente d'un 45 tours exceptionnel de Bruce Springsteen, estimé entre 700 et 1200 euros. Avis aux collectionneurs et aux amateurs. Des audiences maintenant, Antoine, donc Médiamétrie a publié hier les audiences des chaînes thématiques payantes. La chaîne TV Brest reste leader avec 0,7% de part d'audience devant Paris Première à 0,6% et RTL 9 à 0,5%. Viennent ensuite beIN Sport, Canal Plus Sport, Ciné Plus Frisson, Ciné Plus Premier, Disney Channel, Nickelodeon Junior, Polar Plus et Teva, chacune à 0,3%. L'audience de ces chaînes thématiques payantes est mesurée 2 fois par an par Médiamétrie et leur part d'audience globale s'est élevée à 12,1% sur le semestre écoulé, soit une baisse de 0,4% sur un an au profit de des chaînes nationales gratuites. Et enfin Antoine, vous avez sans doute remarqué hier soir qu'il y a eu une énorme panne qui a concerné Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Donc les 4 réseaux sociaux appartenant à Facebook ont été victimes d'une gigantesque panne. La bonne nouvelle, c'est que à l'heure où je vous parle, tout semble résolu, même si on n'en sait pas trop plus sur cette cyberattaque. Affaire à suivre. Merci beaucoup Guillaume Colomba pour votre chronique média. Il est maintenant l'heure de faire une petite pause musicale avant de retrouver notre invité Emmanuel Stinzi de Solaire, interviewé par Tanguy Omri de l'EPJT.
Cité Radio, la radio des assises. Fauteuil Club. 18h-19h avec Dominique Postel. De retour dans le Fauteuil Club, il est 18h15, alors ce sera toujours sans Dominique Postel pour ce soir, mais Mathieu Païs Mais moi je suis là, fidèle au poste. Voilà, sans problème. Nous retrouvons Tanguy Omri et notre invité Emmanuel Stinzi de Solaire pour parler de votre livre « Ma putain de quête ». Tanguy, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Emmanuel de Solaire Stinzi, d'ailleurs. Oui, vous avez le tiercé dans l'ordre. Il me semble que c'est plutôt cet ordre-là. Pardon. Donc, vous venez aux assises du journalisme de Tours en tant que journaliste, mais aussi pour venir dédicacer votre premier roman, dont on parlera juste après. Justement, je voudrais plutôt revenir d'abord sur votre parcours de journaliste. Est-ce que vous pourriez nous résumer un peu en 2 mots qu'est-ce qui vous a mené au journalisme dans votre vie? Oula, on va Question faire court, très large. On va essayer de faire un résumé. C'est une passion, hein, je pense que comme la plupart d'entre vous, c'est l'envie d'aller à la rencontre d'autres personnes, de découvrir chaque jour des visages et des métiers différents. Et ça m'a pris dès le collège. Je me souviens que dans ma fiche de vœux, la traditionnelle fiche d'orientation en 5e, il y avait déjà journaliste qui était là. Et puis ça m'a pas lâché. Et c'est vrai que puisqu'on est à Tours, j'ai pu concrétiser ça après mon bac en faisant l'IUT de Tours, qui reste ça nous fait un point commun. Un très bon souvenir. Voilà. Et effectivement, c'est là que j'ai appris les bases du métier et j'ai beaucoup aimé cette formation qui était très pratique. C'est vrai qu'il y avait des cours qui nous permettaient de remettre le métier en contexte avec l'histoire, la sociologie, voilà des choses importantes, mais il y a eu beaucoup de pratiques et c'est là qu'on a pu goûter à la télé, la radio et la presse écrite. Il n'y avait pas encore beaucoup de presse en ligne, mais voilà, en tout cas, il y avait déjà beaucoup de pratiques. Alors justement, après cette pratique, vous avez pu l'appliquer de façon professionnelle. Vous avez travaillé pour plusieurs médias, vous avez notamment travaillé en Afrique, pas mal, vous êtes spécialisé sur l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a mené sur ce continent ? Eh bien, pour tout vous dire, la première fois que j'y suis allé, c'était pas en tant que journaliste, c'était un peu comme touriste et en fait, j'en ai pris plein la figure, hein, pour rester poli, mais j'ai eu un espèce de coup de cœur où je me suis senti vraiment vivant et ce sentiment-là ne m'a jamais quitté. En fait, il se passait pas une journée sans que vous puissiez rencontrer quelqu'un de connu ou d'inconnu avec qui partager à cœur ouvert des émotions et vraiment, je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'exercer mon métier. Et donc, j'ai eu la chance après de travailler dans le journal satirique, le Journal du Jeudi au Burkina Faso, et au journal indépendant Le Messager au Cameroun. Et puis après, voilà, j'ai pu travailler dans une agence de presse spécialisée sur l'Afrique qui s'appelle Sifia International. Et ça, c'est depuis 13 ans maintenant, avec des correspondants qui sont dans différents pays africains et des missions en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique des Grands Lacs et Madagascar aussi. Voilà. Et c'est quelque chose qui se poursuit encore aujourd'hui puisque peut-être vous connaissez Action Média francophone, AMF, dont le siège est ici à Tours. Et donc j'interviens aussi pour AMF et dernièrement aux Comores. Donc, alors, voilà. avec cette agence de presse, avec Sifia, il y a un lien, il me semble, avec votre association Journaliste médiateur. Voilà, journaliste médiateur, j'avais plus le nom. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette association ? Oui, eh bien, l'association Journaliste médiateur, en fait, c'est une association que j'ai créée, qui est en France, le siège est à Montpellier, et qui est le bureau français de Sifia International. Donc, quand il y a des projets de formation, on essaie de monter ça avec des représentants de bureaux d'autres pays. Ça peut être au Burkina, par exemple. Et donc, on essaie de mutualiser les compétences, chacun un peu son domaine, pour proposer des formations à des journalistes en exercice ou des étudiants en journalisme de pays africains. Parce qu'en fait, ce qui ressort assez souvent, c'est que ils n'ont pas pu accéder, comme nous, on a cette chance-là avec l'IUT de Tours, à des études classiques pour apprendre le métier. Et du coup, ils sont très demandeurs de tout un tas de conseils pratiques. Voilà, quand vous arrivez là-bas pour exercer comme formateur, il y a énormément de questions et ça fait du bien parce qu'on sent que vous êtes en face de gens passionnés et motivés comme vous. Donc, alors, est-ce que l'exercice du journalisme là-bas est aussi facile qu'ici ? Après, une fois les études passées, un peu ces formations, est-ce qu'on arrive facilement à produire de l'information ? La première difficulté, vous en doutez, elle est économique. Hein. Donc effectivement, le premier défi pour ces médias, mais
c'est une question qui se pose aussi chez nous, hein, en France, c'est de trouver des recettes, des revenus suffisants pour exister et de rester indépendant. Et donc voilà, ça pose tout un tas de questions déontologiques qu'on se pose aussi chez nous avec les fusions, les rachats de médias par des grands groupes. Là-bas, c'est plutôt des journalistes qui malheureusement sont payés au lance-pierre, voire pas du tout payés, et donc qui doivent résister avec souvent quand même beaucoup de courage aux tentatives de corruption pour ne pas être payés par leurs sources. Mais ça demande quand même énormément de volonté et de professionnalisme, et c'est pas évident. Alors, loin de l'Afrique se trouve Choucrouteville. La transition était assez mauvaise, je le conçois. Et donc, Choucrouteville, qu'on peut appeler aussi de son vrai nom, j'arriverai pas à le prononcer. Je me demandais si vous alliez essayer. Non, je vais pas essayer. Est-ce que vous pourriez nous le dire? C'est Krauter-Gersheim, et donc c'est un village bien réel qui est mon village d'origine en Alsace. Et qui s'autoproclame la capitale de la choucroute, c'est à côté du panneau, c'est authentique. Hein. Bon, c'est pas un fake, hein, dans le sens où c'est basé sur une certaine réalité, puisque ce petit village produit à lui seul 70% de la production alsacienne de choucroute, donc c'est pas rien quand même. Et donc c'est pour ça que je lui ai donné le nom de Choucroute Village dans mon roman, qui est imaginaire. Voilà. C'est un petit clin d'œil. Voilà. C'était le lien que je voulais faire, donc puisque le personnage du roman, Valère, vient de ce village. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce personnage, là, Valère, personnage héros de votre premier roman, donc Ma putain de quête? Oui, eh bien, Valère, en fait, c'est un mélange de caractère et d'itinéraire de mes deux frères adoptifs et de moi. Moi, je suis un enfant biologique, mais qui est né après deux frères que mes parents avaient adoptés, et donc j'étais plus vraiment prévu au programme. Mais je crois que j'ai eu besoin de me mettre un peu dans leur peau pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient pu ressentir. Donc voilà, j'ai créé Valère. Je voulais m'éloigner d'une démarche journalistique où on se limite aux faits. J'avais envie d'entrer dans l'imaginaire pour ne pas indexer qui que ce soit dans ma famille. Et donc ce personnage est imaginaire, mais il y a beaucoup d'anecdotes qu'on a vécues les uns et les autres. Et tout ça est souvent quand même romancé. Alors comment ça se passe justement? Vous avez beaucoup discuté avec eux pour essayer de comprendre quel a été leur ressenti, ou c'est vraiment votre point de vue, vous, comment vous l'avez compris à leur place, cette histoire Bien, en fait, l'adoption, c'est quand même, en tout cas dans notre famille, c'est un sujet dont on ne parle pas tous les jours entre le fromage et le dessert. Hein. C'est pas facile. Ça dépend des caractères, j'imagine, ça dépend des familles aussi. En tout cas, chez nous, c'est vrai que même si mes parents ont tout de suite informé mes frères qu'ils étaient adoptés, c'était difficile pour eux d'en parler, donc j'ai pas eu beaucoup de discussions à cœur ouvert avec mes frères sur ce sujet-là. Ils l'ont vécu chacun de façon très différente. Donc comme je vous disais, j'ai deux frères adoptifs. Le premier, lui, il a plutôt basculé du côté de la délinquance. Donc on n'est plus en contact et ça s'est plutôt mal passé, on va dire. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu besoin d'écrire ce bouquin, un peu comme une thérapie, hein, on va dire. Par contre, avec le deuxième frère adoptif, ça se passe très bien, on est toujours en contact. Et même si on s'entend toujours très bien, là, on ne parle pas souvent d'adoption parce qu'il y a beaucoup de pudeur. Mais Vincent, puisqu'il s'appelle Vincent, et bon, vous reconnaissez le V de Vincent de Valère, il m'a fait peut-être ce qui est à ce jour le plus beau compliment de lecteur. Il m'a dit « Ah, ce bouquin, je t'ai reconnu, c'est bien toi ». C'était ma grande crainte, c'était de les trahir finalement en essayant de me mettre dans leur peau, et qu'un de mes deux frères me dise qu'il m'avait reconnu et que c'était authentique, ça m'a fait du bien. Ouais. Alors justement, après, les retours familiaux autour même de vos parents peut-être sont plutôt positifs. Comment est-ce qu'on annonce un tel livre qui est quand même on parle de soi, de sa famille, ça doit pas être facile? Non, c'est pas facile. Alors, ils ont vécu, enfin mes parents ont vécu ça de façon différente. Hein. Je crois que pour mon père, sa première réaction, ça a été de dire ah, ça se finit bien. Pour lui, c'était vraiment important. On va pas dire la fin, mais pour lui, c'était important que le dénouement soit heureux, parce que encore une fois, avec le frère aîné, c'est encore aujourd'hui très compliqué, et donc le fait que dans l'histoire au moins ça se finisse bien, ça lui a fait beaucoup de bien. Ma mère, elle a réagi en disant je pensais pas que ça t'avait autant travaillé.
Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a eu de la pudeur du côté de mes frères, mais moi aussi, avant d'écrire ce bouquin, finalement, c'était pas un sujet que j'abordais beaucoup. Donc, ça a libéré ma parole, mais ça a aussi libéré la parole en famille. Et puis, j'ai eu la chance de présenter ce bouquin auprès d'associations spécialisées sur l'adoption, par exemple. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a plein de gens qui sont concernés directement par ces questions, qui viennent vous voir, qui vous racontent leur histoire. Et donc je vois que ça libère aussi la parole d'autres personnes sur ce sujet, et même je dirais au-delà, puisqu'il y a des gens par exemple qui ont des difficultés à avoir des enfants ou qui ont d'autres problèmes de famille et qui du coup viennent m'en parler parce que ce livre évoque quelque chose pour eux. Donc tant mieux finalement si ça permet de libérer cette parole. C'est ce qu'on se disait nous dans la rédaction avant de l'émission, c'est en fait c'est un sujet qui finalement est assez dur, assez peu mis en avant et difficile c'est difficile d'en parler, et donc c'est un peu le rôle de votre livre, d'ouvrir ce discours-là, ces débats-là un peu. Oui, et puis je pense quand même que c'est un sujet dans l'air du temps, au moment où on parle de GPA, de PMA, de toutes ces questions liées à la naissance, le mariage pour tous, etc. Donc on voit bien qu'il y a des questions sur la famille et la naissance et la filiation, les origines. Ça vient sous différentes formes, et ça... on voit aussi que ça déchaîne un peu les passions, donc j'ai essayé encore une fois de choisir plutôt la forme du roman pour que les gens puissent se projeter dans un personnage imaginaire et une histoire qui leur permette de s'évader un petit peu. Vous parliez d'Alsace, un peu comme la cigogne, finalement le personnage va évoluer grâce à sa migration vers l'Afrique, et donc c'est aussi ça qui va lui permettre de trouver la paix d'une certaine manière. Et alors, vous êtes journaliste, là vous êtes romancier pour ce livre. Est-ce que c'est une exception? Vous allez partir maintenant vers le roman? On peut être les deux. Lorsqu'on est journaliste, on veut plutôt relater des faits qu'on a constatés. Quelle va être votre suite maintenant? Je crois que, comme je vous disais au début, que cette passion, je l'avais ressentie dès le collège. Je pense pas que ça va me quitter, même jusqu'à la fin de ma vie. Donc je pense que ça va rester. Et donc l'envie d'écrire ou de faire de la radio et de partager ça avec le public, je crois que ça sera toujours en moi. Et donc, en étant journaliste ou formateur en journalisme, ça va rester. Après, j'aime aussi écrire, donc est-ce que je ressentirais le besoin sur un sujet qui peut être tout à fait différent d'écrire un autre roman? Pourquoi pas, mais je n'en fais pas une priorité absolue. C'est si je sens vraiment un sujet qui me tient presque autant à cœur que je me lancerai, mais sans aucune obligation. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel de Soler-Stinzy d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Tanguy, merci Emmanuel de Soler-Stinzy pour cette interview. Nous allons nous quitter pour une toute petite pause musicale avant de revenir avec une interview, avec une émission de Ligaya Morlan, hashtag Je suis Mam, avec Guillaume Tessier.
toujours sur Cité Radio, la radio des assises du journalisme. Il est 18h31 et il est maintenant l'heure de retrouver Ligaya Morland pour hashtag Je suis Mam. Elle est allée à la rencontre de Guillaume Tessier, dirigeant d'Objet Domotique. Vous pouvez la découvrir à l'instant. Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de Ligaya. Hashtag Je suis Mam, la chronique dédiée aux résidents de Mam. Bienvenue dans les rendez-vous de Ligaya. Je vous propose de partir à la rencontre de Guillaume Tessier, le président de Objet Domotique. Guillaume, bonjour. Bonjour Ligaya. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous présenter ton parcours, ton enfance, tout ce qui t'a conduit à arriver jusqu'à ce micro aujourd'hui ? Alors c'est un peu long parce que j'ai quand même 50 ans, donc je vais faire un résumé de tout ça. Je suis né en région parisienne et j'ai fait des études dans la communication et également dans le tourisme. Je pensais devenir steward, donc les métiers ne sont pas arrivés à moi et donc j'ai raté le concours de steward à un point près, ce qui est un peu ballot, mais il faut pour rentrer chez Air France il faut absolument avoir la somme de ces points et on ne peut pas se représenter avant un an. Du coup, j'ai été steward dans les trains et j'ai compris qu'en fait j'allais servir le café, ce qui n'a rien de non noble pour autant, mais c'est absolument pas quelque chose qui me plaisait et je pensais que j'allais voyager et en fait on voyage relativement peu, on se pose quelque part, on revient et on n'a pas le temps de découvrir. Or c'est le voyage qui me plaisait, donc du coup je suis rentré dans la publicité. Là, j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu faire. J'ai été dans de nombreux pays et j'ai vraiment pleinement profité avec ma jeunesse. Ensuite, je suis rentré dans la publicité et là, j'ai eu la chance, à travers cet univers de la publicité presse, j'ai eu la chance donc de rencontrer des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont tendu la main, des personnes qui sont très connues comme Yvon-Marie Coulet ou Elie Chouraki et autres personnes avec qui j'ai passé du très bon temps. Et puis, à partir de là, après, j'ai travaillé pour le compte des ministères, ministère de l'écologie, ministère des finances. Et ensuite, en 2012, j'ai eu un accident de la circulation. Et c'est là que tout a commencé. Cet accident a donc été un déclencheur pour toi dans le reste de ta carrière ? En fait, c'était un énorme virage, c'est-à-dire que ce que je le faisais dans un but uniquement professionnel et j'avais pas forcément un but humain derrière ce que je faisais. C'était un bel épanouissement, je regrette absolument rien, mais je n'avais pas le temps de me tourner vers les autres et je trouvais pas la raison de ce que je faisais, hormis le bulletin de salaire à la fin du mois, ce qui était évidemment pas négligeable. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont donné une qualité de vie au travail qui était fabuleuse. Pour autant, c'était pas ce que je recherchais. Et quand j'ai eu mon accident, comme j'ai été longuement immobilisé, j'ai cherché des solutions pour retrouver la liberté de ma vie. Et donc j'ai cherché à travers la domotique. Et à travers cette domotique, il n'y avait aucune solution en 2012. Ça restait très basique, ça permettait d'ouvrir les volets ou de faire des choses qui n'étaient pas dans l'intérêt d'une personne à mobilité réduite, même dans le vieillissement de la population. Et donc là, en 2014, j'ai décidé de constituer, après cette longue rééducation, j'ai décidé de constituer Objet Domotique au profit justement des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, et donc de faire du maintien à domicile. Et là, tu étais encore à Paris quand tu as commencé ou tu es arrivé en Touraine Non, je suis revenu effectivement, entre-temps, je suis revenu en Touraine en 2000. J'ai revendu, j'avais une autre société de promotion de presse en région parisienne. J'ai revendu la société et c'est après, quand j'étais consultant, que je faisais des allers-retours pour Paris. Objet domotique, donc comme son nom l'indique, ça concerne la domotique. Alors qu'est-ce que la domotique en quelques mots ? Alors la domotique, c'est très vaste. Nous, on est dans un secteur très particulier. La domotique, c'est le moyen d'automatiser un certain nombre d'appareils. Il faut savoir que en 2012, quand j'ai commencé à rechercher des solutions, les objets connectés, personne ne savait ce que c'était. Et la domotique, on avait juste l'image d'un produit filaire raccordé, par exemple les volets qui étaient raccordés à une tablette qui était scellée dans les murs de la cuisine. Et donc, c'était réservé qu'aux propriétaires
propriétaire, parce que quand on est locataire, on ne fait pas des saignées dans les murs pour y raccorder des fils. Enfin bon, un certain nombre de choses qui font qu'on on est censé piloter à distance. Et puis, avec l'arrivée des fournisseurs d'accès Internet, ça a donné une grande puissance à la domotique, puisque ça permet aujourd'hui non seulement de raccorder des objets connectés à l'intérieur de l'habitat au profit de la personne, mais en plus de le piloter depuis son smartphone, et ce, non à l'intérieur de la maison. Donc des vrais services rendus. Guillaume, je te propose de faire une courte pause, puis nous reparlerons plus en détail de objets domotiques. Ne zappez pas. Sur Cité Radio 89.3, la radio des assises du journalisme. Après cette petite pause musicale, nous retrouvons Ligaya Morland pour la suite de son interview de Guillaume Tessier dans #Je suis Mam. De retour dans les rendez-vous de Ligaya avec Guillaume Tessier de Objets Domotiques. Donc nous avions parlé du démarrage de ton activité et de ce que c'est un peu la domotique. Alors maintenant, dis-moi quel est le projet d'Objets Domotiques. Est-ce que tu fais tout type de domotique ou est-ce que tu l'as mis dans des domaines bien particuliers ? En fait, initialement, notre choix était tourné, comme je l'ai dit précédemment, était tourné vers le service à la personne, c'est-à-dire vraiment de faciliter la vie des personnes à l'intérieur de leur habitat. La conclusion de tout ça, c'est que les personnes souhaitent vieillir à domicile. Pour autant, il y a une énorme problématique, c'est que quand la personne est seule dans son habitat, on a un vieux proverbe qui dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Or, c'est l'inverse avec des personnes âgées. Pas de nouvelles est une inquiétude absolue pour les aidants familiaux.
Donc de ce fait, on est parti du principe qu'il fallait connecter la personne âgée, qu'elle n'ait absolument rien à faire évidemment. On n'était pas du tout dans l'idée de demander à la personne âgée de piloter via son smartphone des outils de la maison, mais au contraire de mettre des procédés d'alerte qui allaient détecter les anomalies de vie de cette personne âgée et de pouvoir déclencher des alertes auprès des aidants familiaux. Et donc, par cette logique-là, on peut revenir à ce dicton qui dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle », puisque dès qu'il y a une anomalie, les aidants familiaux sont alertés. Donc en fait, notre axe a été vraiment de se tourner autour de la e-santé et d'apporter les solutions avec tous ces outils de domotique, avec un slogan qui est « on s'occupe de tout pour vous », qui permet aux aidants familiaux qui sont dans l'inquiétude de ne pas avoir à avoir une maîtrise de la domotique et aux personnes âgées de ne pas avoir les inquiétudes d'appareils qui pourraient leur faire peur ou des obligations de fonctionnement pour lesquelles il n'est absolument pas question de les contraindre. Donc en fait, tu ne fais pas que vendre le matériel, tu vends aussi de la prestation de service par rapport à ça ? C'est ça. Donc en fait, on travaille en 5 étapes. La première, c'est de faire un audit pour le besoin de la personne. Alors l'audit, il est assez vaste. Est-ce que c'est un appartement, une maison? Est-ce qu'il y a des étages, pas d'étages, un balcon, un jardin? Enfin bon, toutes les problématiques qu'on peut imaginer, avec également une complexité, puisque la domotique, elle fonctionne avec différents protocoles. Donc pour que ça fonctionne, l'idéal, c'est d'être sur un seul et unique protocole ou des protocoles compatibles. Donc tout ça, c'est du charabia pour le consommateur et c'est pour ça que la domotique, elle est compliquée à commercialiser. Donc notre premier métier, c'est de faire cet audit pour identifier les produits qui sont les plus appropriés et également le fonctionnement adapté exactement aux besoins de la personne. Ça ne sert à rien d'avoir un appareil qui fait 500 choses si la personne âgée, elle n'a besoin que d'une seule et unique fonction. Donc nous, on s'occupe de faciliter tout ça. La deuxième étape étant le paramétrage. Donc nous programmons tout à l'intérieur de nos bureaux pour que les fonctions exactes répondant aux besoins de la personne, le cahier des charges, soit respecté. Troisième étape, c'est procéder à l'installation. Donc en fait, nous avons des installateurs agréés, on peut installer partout en France au profit donc de cette personne. Quatrième étape, c'est la certification. Donc en fait, on va se connecter à distance depuis le bureau d'études et l'installateur qui est sur place. Donc nous, ici, on va se connecter à distance et on va vérifier que toute l'installation est bien conforme à la demande du client. Cinquième étape, c'est toute la maintenance et donc tout l'accompagnement. On va faire du monitoring, on va s'assurer qu'il n'y a pas de défaut au niveau des batteries, au niveau de l'installation, de la communication inter-objet. Donc on a vraiment ce slogan, on s'occupe de tout pour vous, c'est-à-dire d'accompagner la personne dans la globalité. Et donc ta clientèle, ce sont des entreprises qui font de l'aide à domicile ou ce sont directement des particuliers Alors notre clientèle de particuliers en fait qui veulent avoir un suivi de leur personne. Oui, alors notre clientèle, c'est la clientèle finale étant évidemment le consommateur, la personne âgée et ses aidants familiaux. Nos interlocuteurs sont majoritairement des prescripteurs, donc ce sont évidemment ce qu'on appelle les SAAD, les services d'accompagnement d'aide à domicile, ou également Groupama, puisque Groupama est rentré au capital et nous accompagne dans ce développement. Donc on va être distribué en agence Groupama, également il y a la force commerciale de Groupama, enfin beaucoup de choses qui nous permettent de développer tout ça. En même temps, on a gagné quelques concours auprès de la Poste et autres acteurs, mais la Poste était un acteur important avec l'offre Veiller sur mes parents, et donc ils nous ont permis d'accéder à de nombreux marchés, dont un nouveau marché aujourd'hui, qui est la sécurité Vigipirate, puisque c'est un élément fort que l'on a développé, c'est-à-dire tous les procédés d'alerte auprès de tout ce qu'on appelle des ERP, établissements recevant du public. Et donc là, on a, en parallèle avec les forces de l'ordre, on a développé de fortes solutions qui ont été primées et pour lesquelles aujourd'hui les forces de l'ordre sont aussi nos prescripteurs, même s'ils ne peuvent pas le faire directement, mais ils annoncent aux personnes qu'il y a des solutions très innovantes que nous avons lancées et on a cette primeur puisqu'en fait on fait des solutions qui vont bien au-delà de ce que les préconisations obligent à faire. Donc finalement, c'est une application, tu as vraiment deux applications, c'est le domaine de la e-santé
et de la e-sécurité. Alors c'est pas la e-sécurité parce que la e-sécurité c'est plutôt votre domaine, c'est la e-sécurité, c'est toute la sécurité informatique. La sécurité c'est vraiment la sécurité Vigipirate, mais pas que, puisque aujourd'hui on a des mairies qui nous demandent d'installer ces procédés pour pouvoir avertir quand il y a un peu d'agressivité parce que les gens n'ont pas leur passeport en temps et en heure pour pouvoir faire leur voyage. Également sur des centres de sécurité sociale parce que les gens n'obtiennent pas l'ensemble de leurs droits. Également chez Pôle emploi parce qu'il y a des personnes un petit peu agacées parce qu'ils ne peuvent pas avoir leurs indemnités. Enfin, tous les environnements où malheureusement il y a un peu d'agressivité, eh ben, nos procédés permettent d'alerter. Et donc on est vraiment spécialisé en procédés d'alerte, que ce soit dans la e-santé comme dans la sécurité. Très bien. Alors pour plus d'informations sur Objet Domotique, rendez-vous sur objetdomotique.com et sur le site de Cité Radio où nous retrouverons toutes ces coordonnées. Guillaume, pour terminer l'émission, je te propose une petite question. Si je devais donner un coup de baguette magique pour faire avancer ton projet, qu'est-ce que ça donnerait ? C'est une très belle question. En fait, depuis 4 ans et demi, on a fait toute la partie R&D, on continue à développer. Maintenant, il y a la partie commerciale qui arrive vraiment en face. Je pense qu'un fonds d'investissement qui nous permettrait d'embaucher pour répondre à la croissance et à la demande de nos clients serait vraiment la bienvenue. Très bien. Eh bien, Guillaume, merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt. Merci Ligaya, à bientôt. Un grand merci à Ligaya Morland pour ses chroniques #Je suis Mam. Nous avons oublié tout à l'heure de faire un petit peu de publicité pour notre invité Emmanuel Solaire, de Solaire Stinzi, pardon. Pas facile à dire, hein. Et non. Les noms en particules, c'est un petit pas en particules d'ailleurs composés, c'est un petit peu compliqué. Alors, donc ce samedi de 11h à midi au site MAM dans l'Agora, vous pourrez le retrouver en séance de dédicace pour son ouvrage. Putain de quête, ma putain de quête. Merci Mathieu. Il commence à être un petit peu tard. Mais d'ailleurs, Mathieu, il est temps de discuter de Mayotte. Oui, on n'en a pas parlé encore. Mayotte, c'est l'invité de ces Assises 2019. Il y a toujours un invité, une région du monde invitée aux Assises. Cette année, c'est l'île de Mayotte. C'est une petite île, je resitue parce que tout le monde ne voit pas forcément. C'est une petite île sur l'océan Indien où il fait à la fois très chaud, mais en même temps, là, il fait chaud aussi dans l'accueil. C'est un endroit où il y a vraiment un accueil très important. Et donc, il y a une dizaine de journalistes mahorais qui ont fait le déplacement. Donc, c'est une vraie délégation. Alors il y a des gens qui travaillent dans la presse écrite. Il y a le groupe Kwesi qui est représenté, qui fait à la fois de la presse écrite et de la radio. Et puis il y a la correspondante du Bondi Blog aussi, correspondante sur place à Mayotte du Bondi Blog qui a fait le voyage chez nous. Il y a des gens de 101 Mag, donc qui est un magazine local, mahorais, ouais. Et il y a aussi la correspondante Ornella Lamberti, la correspondante de l'AFP sur place, qui sont dans la délégation. Alors la chose intéressante, c'est de les rencontrer évidemment, mais ils ont tenu en fait. J'en discutais avec Jérôme Bouffier, l'organisateur des Assises il y a un instant. Ils ont tenu à organiser une exposition eux-mêmes, ces 10 journalistes, une exposition de photos qui est visible juste à l'entrée de la salle event dans le site MAM. Donc c'est la grande salle, c'est pas l'auditorium, c'est la salle qui est juste derrière. Donc il y a une salle blanche juste avant et on y voit une série de photos. Il y a 18 photos, je crois, qui sont pour moitié des résumés des grands moments de l'actualité à Mayotte au cours de l'année 2018, donc choisis par des journalistes, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est choisi directement par les gens qui vivent la réalité là-bas. Et puis aussi 9 autres photos qui racontent un peu ce que c'est que la vie à Mayotte. Et donc en passant dans cette expo, on peut avoir comme ça, c'est un peu comme si l'île nous était amenée en condensé. C'est un voyage. C'est ça. Et donc là, c'est vraiment l'île invitée, et je crois que ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc à l'occasion d'un débat, vous passez juste devant la salle blanche et vous faites un coucou à nos amis mahorais qui sont venus spécialement pour ces Assises 2019. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais Mayotte est un département. Ben oui, tout à fait. Au même titre que l'Indre-et-Loire. Absolument, c'est pas tout à fait le même climat, mais... Eh bien écoutez Mathieu, le Fauteuil Club c'est maintenant terminé pour ce soir. On va remercier nos invités, nos intervenants. Donc un grand merci à Emmanuel de Solaire Stinzi, à Tanguy Omri aussi, à Guillaume Colomba, à Ligaya Morland. Je n'ai oublié personne, je ne crois pas. Non, je crois qu'on était tous. Voilà, merci à la technique, bien sûr, à Arthur Leroux, Bruno Delors. Ça s'agite en régie. Merci à eux pour la technique. Dès 20h, alors
Oui, mais j'ai déjà remercié Guillaume Colomba. Il veut une double dose, Guillaume. Alors, dès 20h, vous pouvez réécouter l'ensemble des programmes diffusés toute cette journée en direct sur le 89.3. Et puis, toute l'équipe vous donne rendez-vous demain, bien sûr, dès 8h du matin pour la dernière matinale de ces 12e Assises du journalisme. Dans quelques minutes, on retrouve... non, d'ailleurs, nous retrouvons les retransmissions de la journée. Passez une très bonne soirée sur Cité Radio, la radio des Assises du journalisme.